1, 2. Bonjour à tous, je vais vous présenter les travaux que j'ai faits pendant ma thèse sur la détection de canalisation enfouie. Donc les travaux qui ont été réalisés sous la direction de Guillaume Quinolac, holistique, Abdourahman Atto, en collaboration avec Jean-Philippe Overlès de Central Supélec et aussi encadré par Jean-Marie Nicolas de Télécom Supélec. Télécom Paris Tech, désolé. Le projet il est financé par BPI France et c'est un projet qui est dirigé par NJ, enseignement GDF Suez. Donc projet dont fait aussi partie la thèse de Mariam qui vous le présentera mieux tout à l'heure. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Donc, moi, j'ai fait un bac scientifique, comme tout le monde, scientifique, sciences de l'ingénieur. Ensuite, une classe préparatoire à Toulouse, une école d'ingénieur à Toulouse en électronique et en traitement du signal. Et ensuite, je suis venu en thèse après avoir fait un stage en Islande, donc à l'université d'Islande sur les images hyperspectrales. Et aussi, je fais des enseignements à l'IUT d'Annecy en traitement d'images et en théorie des graphes pour les premières années. Donc pour commencer, je vais commencer par introduire le problème de détection des objets enfouis par GPR, présenter le système GPR, les images qu'on a et les problèmes qu'on a sur ces images. Ensuite, présenter un peu la physique du signal et le problème de détection. Présenter ce que c'est que la détection adaptative. Et ensuite appliquer la méthode sur des données réelles et conclure sur la méthode. Donc, le problème de détection des objets enfouis, donc simplement là on a le sol. Dans le sol, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plusieurs couches. On a une couche verte qui a des caractéristiques, une couche bleue qui a d'autres caractéristiques, et une couche rouge ici qui en a d'autres, qui sont différentes l'une de l'autre. Puis on a des objets, là on a des canalisations, puis là on a des petits cailloux. Puis les canalisations, elles n'ont pas toutes le même matériau, puis elles n'ont pas toutes le même diamètre. Donc ça va changer chaque fois leur réponse. Donc comment est-ce qu'on va faire pour essayer de les détecter? On va utiliser ce qu'on appelle un GPR, qui est un appareil qui... Hop. Donc c'est un appareil ici, qui va émettre une onde qui a cette forme-là, dans le sol, dans un cône. Ici. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va écouter les échos qui reviennent, et les échos ils reviennent quand? Quand il rencontre une interface. Donc une interface entre la canalisation et entre le sol là et la canalisation, ça va faire une interface, puis aussi entre les différentes couches du sol qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, donc ça va faire un saut d'impédance et donc une réflexion. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait? On passe à plusieurs positions, donc là on va avoir d'autres réflexions, et puis etc. Et hop, on fait ça pour toutes les positions du sol. Et donc en fait, chaque objet peut être vu de plusieurs positions puisque l'onde est envoyée dans un cône. Et donc ça fait qu'en fait, l'objet va être vu à plusieurs distances du radar pour plusieurs positions, et donc les images à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc là, ici, on a la réponse directe du sol. Là, on a une couche au milieu du sol, donc là, normalement, c'est que du sable, mais il y a une compaction sur cette RDC, donc ça va créer une couche puisqu'il y a une différence de porosité. Et ensuite, ici, on a des objets enfouis, donc là, on a des canalisations, et je ne sais pas combien vous en voyez. 3 4 En fait, il y en a 5. Il y en a une ici, une autre là qui est un peu plus faible, et ensuite il y en a deux là et là. Donc qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a des hyperboles. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette image? C'est le premier traitement qu'on peut faire, c'est comme un radar, on va la migrer pour recentrer l'énergie des hyperboles sur un seul point au sommet. Donc c'est ce qu'on fait. Hop. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là on voit bien nos points des hyperboles. Donc on a deux détections parce que les hyperboles ont une certaine forme de signal. Ça reste à discuter, mais on a toujours deux points pour les hyperboles, donc c'est pas un problème. Donc on en détecte une deuxième, là une troisième, et puis ici les deux autres, on les voit pas du tout. Ce qu'on voit ici, c'est que là, on a plein de forts niveaux de signal à cause de la couche. Donc qu'est-ce qu'on se dit? On va faire un pré-processing de l'image, un pré-traitement pour enlever la couche. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire la SVD de l'image, donc l'image avant traitement, celle-ci. On va faire la SVD de cette image. On va enlever les premières valeurs singulières qui correspondent à peu près à la moyenne, puis ensuite on recompose l'image et ensuite on focalise. Donc ça nous donne ça. Donc là on a bien enlevé la couche, on voit un petit peu mieux les canalisations, mais celles-là, on les voit toujours pas. Et donc du coup, les problèmes qu'on a sur l'image, simplement, c'est la présence de couches et de bruit qui fait que le bruit sur l'image n'est pas constant d'un endroit à l'autre. Donc comme on voit au niveau de la couche, c'est très puissant, puis au fond de l'image on n'y voit plus rien. Donc du coup, quand on va faire le seuillage pour la détection, au niveau de la PFA, ça va vachement changer les niveaux d'une image à l'autre.
Deuxième problème, c'est que pour la focalisation, il faut connaître la vitesse de l'onde, et ça, c'est pas mesurable directement sur l'image. Et donc c'est un problème, puisque là, quand j'ai fait mes focalisations, j'ai supposé une vitesse, et donc j'ai forcé la focalisation avec cette vitesse. Il n'y a aucun moyen de la mesurer directement, donc à chaque fois, les gens vont pointer sur une hyperbole, essayer de regarder à peu près quelle taille d'hyperbole va correspondre, et donc ça leur donne un estimé de la valeur, et ça, ils doivent le faire à la main. Et ensuite, le dernier problème, c'est que comme nous, on essaie de détecter des canalisations, c'est assez profond, vers 1 mètre, entre 1 mètre et 2 mètres, donc pour les matériaux les plus faibles, comme par exemple le plastique, le signal va être énormément atténué. Donc c'est pour ça qu'il y avait 2 canalisations qu'on ne voyait pas du tout, parce que c'était du plastique, et elles étaient de petits diamètres en plus, donc ça réfléchissait encore moins le signal. Donc pour ça, on va proposer une méthode pour essayer de répondre à ces 3 problèmes-là. Et donc, c'est parti. Donc je vais commencer par présenter un peu la physique du signal. Donc le signal reçu, simplement, on va considérer un modèle où on a un sol, on a P objets dans le sol qui vont renvoyer l'onde avec un certain coefficient de puissance AP pour chaque objet. Et donc, simplement, à une position du radar, notre signal réfléchi, ça va être la somme de tous les échos qui vont être retardés de la durée aller-retour. L'onde, elle doit aller à l'objet et puis revenir, donc ça c'est cette durée. Et ensuite, le coefficient qui représente la partie de puissance de l'onde qui réfléchit. Et donc ce coefficient, quand on prend un sol où il n'y a qu'une seule couche, simplement, il va dépendre de la constante diélectrique de la couche, c'est ce que je vous dis, ça influe sur la vitesse. Et cette constante diélectrique, on ne peut pas la mesurer directement sur l'image. Donc ensuite, le GPR, comme c'est un système numérique, il faut, nous on va utiliser justement ça pour mettre en forme matricielle. Donc simplement, on va décomposer notre image GPR, donc le BISCAN, en position, n position radar et n instant temporel sur lesquels on a échantillonné. Et pareil, notre scène reconstruite, on va la décomposer sur ny et nz pixels. Et chaque pixel aura une valeur qui correspondra à un coefficient de réflexion. Ça vaut 0 s'il n'y a pas d'objet, ça vaut une valeur qui est non nulle s'il y a un objet. Et après, en créant les vecteurs d'image et ensuite des matrices de modèles, on peut obtenir le signal réfléchi ici en une position, et en concaténant le tout, on obtient le radargramme complet ici, avec cette formule. Donc c'est vraiment un problème simple. Avec ça, on peut faire des reconstructions matricielles, mais comme il y a beaucoup de bruit dans l'image, ça va beaucoup, encore une fois, dépendre du bruit, et ça va donner des reconstructions qui ne sont pas du tout satisfaisantes. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va prendre une autre approche, et on va commencer par échantillonner notre image pour essayer de traduire notre problème comme un problème de détection statistique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer à une position YZ ici, et ensuite, sur des positions adjacentes, on va aller récupérer une portion du signal en suivant la forme d'une hyperbole théorique, qui nous est donnée donc, en supposant une valeur de epsilon prime ici. Donc notre vecteur x, il va dépendre du epsilon prime. Et donc pour chaque colonne, on va récupérer la forme d'onde, et donc on prend plusieurs points sur cette forme d'onde, 3, 4, 5, selon la précision qu'on veut, ça va juste influencer sur le temps de calcul. Une fois que c'est fait, donc ça c'est simplement pour dire que notre échantillonnage, on peut utiliser une matrice de sélection, et donc c'est dans cette matrice-là qu'intervient l'epsilon clé. Et rapidement, c'est 1 si on veut l'échantillon, c'est 0 si on ne veut pas l'échantillon dans la matrice. Donc voilà, ce qu'on dit, c'est que dans notre vecteur x, essayer de détecter s'il y a une canalisation, c'est d'essayer de détecter la présence de l'hyperbole théorique qu'il devrait y avoir s'il y avait une canalisation. Donc pour ça, on pose 2 hypothèses. H0, simplement, mon x ici, c'est que du bruit, n. Ou H1, l'alternative, mon x, c'est l'hyperbole théorique avec un certain niveau de puissance et du bruit. Et donc pour ça, il faut coller une statistique sur le bruit pour pouvoir le traduire comme problème statistique. Et donc pour le bruit, on peut utiliser 2 modèles. Soit un modèle gaussien, donc n, ça suit une loi normale de moyenne 0 et de matrice de covariance R. Et le deuxième processus, c'est un cirque. Donc mon x, il s'écrit sous la forme suivante, un facteur de texture fois un vecteur gaussien, où G c'est le vecteur gaussien donc de moyenne nulle et de matrice de covariance R, et la texture kappa c'est une variable positive déterministe. Pour estimer les caractéristiques du bruit R, il va nous falloir un set de données secondaires qu'on va supposer dans lequel il n'y a aucun signal P qu'on recherche. Donc ça, on va le chercher autour de la position X pour garder à peu près les mêmes caractéristiques que le bruit qu'il devrait y avoir à X. Et donc on a un échantillon K en gardant ici une distance de sécurité pour ne pas prendre de partie du signal qu'il pourrait y avoir. Et donc ce bruit, ces données X sont supposées être
que du bruit, donc NK, et donc elles suivent un modèle similaire à N, qui est soit c'est un vecteur gaussien qui suit une loi de moyenne nulle et de matrice de covariance sigma qui est un facteur de puissance et R, la même matrice de covariance que le bruit N. Et le deuxième modèle, c'est SIRV encore, donc Symmetrically Invariant Random Vector, qui vous dit que chaque vecteur X, il a une texture, XK, il a une texture qui lui est propre, K par K, et un vecteur, et ensuite un vecteur gaussien, encore une fois, de moyenne nulle et de matrice de covariance R. Et une fois qu'on a toutes ces données secondaires, on peut formuler le problème de détection totale. Donc encore une fois, j'ai mon hypothèse où X, soit c'est égal à du bruit, en sachant que j'ai mes données secondaires ici, ou alors c'est le symbole que je recherche avec un facteur de puissance et le bruit avec les données secondaires aussi pour estimer le bruit. Et donc là-dedans, les deux bruits suivent la loi qu'on a choisie, donc soit la loi gaussienne, soit la loi SIRV. Et ensuite, on suppose aussi que notre K ici, donc le nombre de données secondaires, est très très inférieur à n, qui est la taille du vecteur x. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, on va essayer de le résoudre, ce problème de détection. Et donc pour ça, on va utiliser le rapport de vraisemblance généralisé qui a cette forme. Donc c'est simplement le maximum de vraisemblance sur tous les paramètres de l'hypothèse H1 sur le maximum de vraisemblance de x sur l'hypothèse H1 pour tous les paramètres. Et donc ensuite, ce rapport-là, on le compare à un seuil. Et si c'est supérieur au seuil, on retient l'hypothèse H1. Et si c'est inférieur au seuil, on retient H0. Quand on décompose cette écriture-là, simplement, ça nous donne le maximum sur epsilon prime de cette forme-là. Donc ce qu'on retrouve ici, c'est ici le PT-R-1, c'est le match filter, donc le filtre adapté. Et donc encore ce lambda qui est légèrement, enfin, ce lambda, encore une fois, on va le comparer à un seuil, etc. C'est pas le même seuil puisque là il y a eu un logarithme entre les deux. En pratique, notre matrice de covariance du bruit, on la connaît pas, puisqu'on arrive sur une image où on n'y connaît rien. Donc simplement ce qu'on va faire, c'est que on va dire, je vais estimer la valeur de R, et je la remets dans le détecteur, et donc du coup, au lieu d'avoir le normalized match filter, j'obtiens le adaptive normalized match filter, puisqu'on s'est adapté au bruit autour de la position X. Et donc pour l'estimation de cette matrice, simplement ça va dépendre, l'estimateur va dépendre du modèle de bruit qu'on a choisi. Et ensuite, donc du coup, on l'estime en utilisant les données secondaires, c'est à ça qu'elle sert. Et pour avoir une bonne estimation, il nous faut 2 fois la taille du vecteur en nombre de données. Sauf que comme j'ai dit, nous on est dans le cas où notre cas ici est très très inférieur à n, donc on n'est pas du tout dans le cas pour avoir une bonne estimation. Et dans ce cas-là, on utilise des estimateurs régularisés, donc la forme des estimateurs régularisés. Et donc comme estimateur, on peut commencer par utiliser 2 estimateurs qui sont les maximums de vraisemblance dans chaque modèle de bruit. Donc pour le cas gaussien, on utilise la Sample Covariance Matrix, qui s'écrit sous cette forme-là. Donc la SCM normale, c'est juste cette partie-là, et la forme régularisée, simplement, on rajoute alpha fois l'identité, et on met un coefficient bêta ici. Et ensuite, avec un problème d'optimisation, on peut trouver des valeurs optimales pour alpha et bêta, qui sont données dans ce papier ici. Dans le cas SIRV, on utilise un autre estimateur qui s'appelle l'estimateur de Tyler ou l'estimateur du point fixe, et donc qui est donné par cette forme-là, sous sa forme régularisée, avec un 1 moins alpha ici et un alpha. Et donc point fixe parce qu'en fait c'est une forme itérative, donc simplement en fait comme ici ça dépend de la valeur de la matrice de covariance encore, simplement on va itérer sur cette formule jusqu'à arriver à convergence, et la convergence de cet estimateur est valable que si le alpha est dans cet intervalle-là. Et encore une fois, en résolvant des problèmes d'optimisation, on peut trouver des valeurs optimales pour le alpha ici dans 2 papiers selon 2 critères différents. Soit un critère de blancheur du bruit, soit un critère de ressemblance à la matrice de covariance, la vraie matrice de covariance. Bon, les 2 estimateurs ont leurs problèmes. Par exemple, la SCM, si dans mes données secondaires j'ai pris une partie du signal, donc ça veut dire qu'il va y avoir de la puissance dans un des XK, ça va fausser l'estimation de la matrice de covariance puisqu'il n'y a rien qui nous permet de l'éviter, et donc ça va complètement fausser la détection puisqu'il y a une partie du signal qui va rentrer dedans, donc ça va baisser la détection. Pareil, celui-ci, parfois donc là en fait on régularise par la puissance des XK à chaque fois, donc ils sont tous remis au même niveau de puissance, mais s'il y a un XK qui est beaucoup trop supérieur aux autres, donc plus que pour la SCM, ça va aussi fausser la détection. Donc
pour ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va utiliser un estimateur qui va faire un compromis entre les deux, qui s'appelle l'estimateur de Huber. Donc simplement, en fait, avec une fonction U de la puissance ici du bruit, qui vaut soit 1 si le bruit est, si la puissance est inférieure à un certain seuil, et qui est égale à la constante sur la puissance si on est supérieur au seuil, et ben on va obtenir un autre estimateur qui va nous faire un compromis entre les deux. Donc quand la puissance est trop basse, on va supposer les données comme gaussiennes. Si la puissance est trop haute, on va les supposer comme étant issues d'un processus simple. Et donc, encore une fois, on utilise une forme régularisée puisqu'on n'a pas assez de données secondaires pour estimer la matrice de covariance. Et par contre, dans la littérature, on n'a pas encore trouvé de valeur alpha. Et donc, pour nous, il va falloir trouver un moyen pour obtenir ce alpha-là. Et donc, pour vérifier et caractériser un peu les détecteurs, nous, ce qu'on a fait, c'est des simulations de Monte-Carlo. Et donc, pourquoi on a fait ces simulations? Parce qu'on a besoin de la loi qui nous donne le seuil en fonction du niveau de PFA qu'on veut, donc de probabilité de fausse alarme pour notre détection, pour pouvoir fixer le seuil et donc ensuite avoir les bonnes détections. Et donc le problème, c'est que ces lois, avec les estimateurs régularisés, elles n'existent pas. Ou alors on a, avec la théorie des matrices aléatoires, on peut avoir une loi approximée qui est très compliquée d'utilisation. Ou alors, plus simple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des simulations pour avoir une loi empirique. Et ensuite, le deuxième intérêt des simulations, c'est que comme pour l'estimateur de Huber, on n'a pas la valeur de alpha optimale pour se rapprocher de la matrice de covariance, et du coup on va essayer de trouver la meilleure valeur pour ce alpha par simulation pour assurer le comportement de ces phares, donc de taux de fausse alarme constant des détecteurs. Et du coup on a fait deux simulations. Une première simulation de la PFA en fonction de la texture du bruit pour l'estimateur de Huber, et ensuite une simulation de la PFA en fonction du seuil pour tous les estimateurs. Donc ça, les paramètres de simulation. Pour la taille de X, j'ai pris 153 échantillons, qui correspond à un échantillonnage de 3 points sur 25 colonnes de part et d'autre de la position étudiée. En données secondaires, 40, donc on est bien très inférieur à N. Et ensuite, notre bruit a été généré selon un processus SIRV avec une matrice Toeplitz, de cette forme-là, et le facteur de texture qui suit une loi gamma. Et donc la texture, en fait, pour faire varier la texture, on va faire varier ce paramètre nul. Donc si nu vaut 2, on sera plutôt proche d'un gaussien, et si nu vaut 0,1, on sera plutôt proche d'un bruit très impulsif, très SIRV. Et ensuite, le A dépend du SNR, et on a fait 100 000 réalisations de Monte-Carlo. Et donc pour l'estimateur de Huber, en fonction de la texture, voilà, donc pour différentes valeurs de alpha, voilà les courbes qu'on a obtenues, et donc le paramètre qui nous donne une meilleure fausse alarme, donc la fausse alarme doit être le plus constant possible pour toutes les textures, et donc la valeur qui nous donne le meilleur résultat, c'est le 0,05 qui en plus est faible puisque ça reste vraiment en dessous de 0,01. Alors que tous les autres après divergent en fonction du... Et ensuite les résultats pour tous les estimateurs. Donc pour un bruit gaussien ici, ce qu'on a testé comme estimateur c'est la SCM, l'estimateur de Huber, l'estimateur de Tyler dans le cas limite de convergence, et l'estimateur de Tyler avec un paramètre optimal d'un papier de Lila. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est que dans le cas gaussien, la SCM et l'estimateur de Huber, ils ont de très bons résultats, puisque c'est ce qu'on y a attendu, puisque Huber et la SCM sont très proches. Et par contre, l'estimateur de Tyler, dans le cas limite de convergence, ici, est un peu derrière. Et par contre, avec le paramètre optimal, comme on est dans un cas très défavorable, le paramètre optimal ne marche pas du tout. Et donc il donne des résultats proches de si on avait considéré la matrice de covariance comme étant égale à l'identité. Et quand on se place dans un bruit très impulsif, là c'est l'estimateur de Tyler en limite de convergence qui devient très très bon, suivi de très près par l'estimateur de Huber qui lui considère, comme il fait un compromis entre les deux, il perd un petit peu en performance, et ensuite la SCM, et encore en dernier l'estimateur avec la valeur optimale qui ne marche pas du tout. Puisque ça donne une valeur pour le alpha qui est proche de 1, qui met donc tout le poids de la régularisation sur l'identité. Donc une fois qu'on a nos lois, on peut essayer d'appliquer notre détecteur sur des données réelles. Et donc pour ça, je reprends l'image que je vous ai montrée au début, donc avec les 5 annihilations, ici, ici, ici et ici. Et donc je vais y appliquer mon détecteur. Donc normalement le détecteur fait un maximum sur le epsilon prime pour trouver la valeur de vitesse. Moi, encore une fois, j'ai supposé la valeur commune, donc j'ai mis qu'une seule valeur avec un epsilon prime qui vaut 5, puisque c'est du sable.
Et donc les résultats des détecteurs donnent ceci. Donc là, la technique usuelle de GPR qui est la migration avec la SVD. Donc encore une fois, on détecte que 3 canalisations ici. Là, on n'y voit rien. Et encore, ici, on voit bien qu'on a un problème de niveau de puissance. Donc on a beaucoup de puissance ici. Et après, en bas, on n'a plus rien. Pour ensuite les détecteurs, donc là, on a la SCM, ici Tyler, et là, Uber. Et donc, la SCM, on arrive à détecter à peu près 4 canalisations. Ici, on voit bien qu'on a bien mieux enlevé la couche que par SVD. Pareil pour Tyler, puisque les deux résultats ici sont à peu près similaires. Et ensuite, Uber, ici, on a un problème en bas d'image qui est dû au fait que, comme j'ai rajouté des zéros autour de l'image pour aller chercher des échantillons qui n'existeraient pas sinon, quand il doit sélectionner les données qui sont soit gaussiennes, soit qui sont des données aberrantes, tous les zéros passent comme données normales et les données réelles passent comme données aberrantes, et donc ça crée des problèmes. Et si on seuille les images pour la détection, donc j'ai choisi un seuil qui est égal à 37% de la valeur maximale de l'image, puisque entre la migration et les détecteurs, c'est pas la même dynamique, donc c'était pour pouvoir comparer. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on n'a pas beaucoup de fausses alarmes. Par contre, au niveau de détection, on détecte 2 canalisations très très bien. Ici, on a un point noir, donc ça veut dire qu'on l'a détecté, mais bon, si on devait donner un avis, n'importe qui vous dirait que ce ne serait pas ça. Et par contre, pour les autres détecteurs, on arrive à en détecter 4, avec un taux de fausse alarme un petit peu mieux. Un peu moins bien. Donc on a un peu plus de fausses alarmes. Pareil, Uber ici, cette détection n'est pas très bonne. Mais par contre, on arrive à bien remonter les canalisations qui étaient faibles, surtout celle-ci. Pour cette image-là, si on voulait descendre à 4 canalisations, il faudrait descendre le seuil à 9% de l'image et on aurait un taux de fausse alarme qui exploserait. Donc je ne voulais pas montrer pour qu'on puisse mieux comprendre les images. Voilà. Et donc en conclusion, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retranscrit le problème de détection d'objets enfouis par GPR comme problème statistique. Et donc notre détecteur, il donne de meilleurs résultats que les techniques usuelles de traitement. On arrive à mieux détecter les canalisations avec une faible réponse. On arrive à garder un taux de fausse alarme constant, soit par les valeurs optimales de régularisation, soit par des valeurs simulées. Et ce qu'on voit, c'est que en supposant les deux modèles de bruit, donc gaussien pour la SCM et CIRF pour l'estimateur de Tyler, on avait des résultats proches, ce qui prouve que prendre un modèle un petit peu plus compliqué, ça ne fait pas baisser les performances. Et donc, comme perspective, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un petit peu, là on est en train de travailler sur les données, sur la valeur optimale pour l'estimateur de Tyler, pour essayer de l'adapter, d'adapter un peu une méthode pour notre cas qui est très défavorable. La validation des performances pratiques des estimateurs sur les données réelles, qui a été réalisée en partie par Alexandre, qui a disparu, donc qui est au fond là-bas. Non, il a disparu. Et ensuite, essayer d'améliorer le modèle de signal qu'on utilise dans notre P, donc l'hyperbole théorique. Voilà. Et donc ce travail a fait l'objet de 2 publications, une publication de revue dans Signal Processing qui devrait sortir en octobre 2016, et ensuite une présentation à la conférence SIGCO fin août. Merci de votre attention. Libérisation le matin, les matrices de Colin. Des questions? Ce que tu présentes est intéressant, dans le sens que là c'est l'approche classique en présence statistique pour l'appliquer, et même si tu fais le maximum de finalement tu reviens à un cas du minimum d'erreur. Oui. La question que je me pose en particulier avec le fait c'est qu'il y a peu d'échantillons. Est-ce que réécrire le problème sous forme L1 et sous forme statistique ne pourrait pas ajouter quelque chose en plus? Si on revient ici, en fait, donc ce que j'ai dit, c'est que là, on avait écrit de façon matricielle, et c'est de là que partent les problèmes
les problèmes L1 et L2, et en fait quand on suppose on essaie de mettre une contrainte de parcimonie pour utiliser justement le L1 sur le A, mais ça n'a pas marché quand on essayait de le faire, ça nous a donné des résultats qui n'étaient pas très bons du tout. Donc ça existe, la parcimonie et le L1 pour d'autres types de GPR, donc des GPR qui prennent beaucoup d'échantillons en fréquence, et donc qui ont une redondance de données énorme, mais dans nos images à nous, la redondance de données elle n'est pas si présente que ça, et donc du coup ça marche pas. Et surtout que dans ton approche parcimonieuse, il faut que le signal soit très fort par rapport au bruit. Or lui, ce qu'il veut faire, c'est remonter les données qui sont de très faible amplitude. Clairement, ça effectivement, c'est un point important. Dès que ton rapport signal sur bruit est faible, tu as besoin de faire un pré-traitement en avance pour remonter le rapport signal. Et on essaye d'éviter les pré-traitements pour enlever, parce qu'ils enlèvent de l'information. D'autres questions? Ouais, sur les tuyaux qui détectent bien, il y a deux hyperboles. Oui, c'est parce que le modèle de signal qu'on a pris, c'est ce modèle-là. Donc ça, c'est la forme d'onde théorique qui est envoyée au niveau de l'antenne. Sauf que dans le sol, qui est un espèce de passe-bas, ça va déformer l'onde. Et donc quand elle revient, elle ressemble plus à une sinusoïde amortie. Donc en fait, comme du coup dans la sinusoïde, on retrouve un pic et ensuite un pic inférieur. Donc c'est pour ça qu'il y a deux détections. Il y a une détection dans un sens et une détection dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que je dis qu'on allait travailler sur le modèle de signal pour essayer d'enlever cette double détection. On a essayé de prendre plus de points et la forme d'onde qui est censée revenir, mais bon, ça n'a pas trop marché pour l'instant.